Le village de St. Mary Mead arborait son calme habituel comme un manteau bien ajusté, confortable et rassurant dans la lumière du début de l'automne. De l'autre côté de la rue principale, la cloche du boulanger tinta à chaque nouvel arrivant, et l'odeur du pain frais se mêlait faiblement à celle des feuilles mortes. Les fenêtres étaient polies, les volets redressés, et les haies le long de la pelouse du presbytère conservaient leurs lignes nettes et rigides, comme si le monde extérieur pouvait remarquer la moindre imperfection. Pendant un bref instant, tout semblait stable, ordinaire et sûr. Miss Marple, perchée dans son fauteuil, en osier préféré près de la fenêtre du salon, observait le village avec sa patience habituelle, ses aiguilles à tricoter inactives sur ses genoux. Il y avait à St. Mary Mead un rythme qui lui plaisait. La ponctualité du facteur, le défilé ordonné des écoliers et le murmure des conversations à la porte de l'épicerie. Pourtant, même dans une telle tranquillité, le cœur humain ne se reposait jamais. Mademoiselle Marple savait que sous les sourires polis et les pelouses bien entretenues, l'envie, le ressentiment et les vieux secrets se déplaçaient silencieusement, comme des ombres au crépuscule. Le silence fut rompu par la voix de Madame Price Ridley, qui traversa la place avec une brusquerie qui fit sursauter un chat qui passait par là. « Avez-vous entendu ?» murmura-t-elle en se penchant vers Madame Pym, les yeux écarquillés et les doigts tremblants. « Au presbytère, hier soir, une chose épouvantable. » Mademoiselle Marple haussa les sourcils, mais son expression resta calme, du genre à promettre une écoute attentive sans panique. La nouvelle de Madame Price Ridley, bien que livrée avec un talent théâtral, était plus qu'un simple commérage. C'était le premier tremblement d'une agitation qui allait bientôt se répandre dans le village comme une tache d'encre dans l'eau. À midi, les chuchotements s'étaient transformés en murmures le long des ruelles, ondulant dans la lumière de l'après-midi. À l'épicerie, Madame Macfarlane laissa tomber une boîte de conserve, les joues rouges, tandis qu'elle répétait l'histoire. Le jeune monsieur Harrington, en visite au presbytère, avait été retrouvé dans un état des plus inhabituels, et l'expression de son visage, selon Madame Price Ridley, était anormalement sereine, presque moqueuse. Mademoiselle Marple écoutait en sirotant son thé, notant les subtiles inflexions dans chaque version. Une femme exagérait l'horreur, une autre la relatait avec une pointe d'amusement, et une troisième, calme et posée, se contentait de secouer la tête et de marmonner quelque chose à propos des voix mystérieuses de Dieu. Les détails divergeaient. Qui avait vu quoi, si les domestiques étaient dans la pièce? Mais la vérité émotionnelle demeurait. Quelque chose avait perturbé le vernis de la normalité. C'était le sourire, réalisa-t-elle, qui resterait gravé dans les esprits longtemps après que le corps ait été emporté. Une observation insignifiante pour beaucoup, mais pour Mademoiselle Marple, c'était un indice. Les expressions mentent rarement. Elles véhiculent, en une fraction de seconde, l'histoire de la peur, du désir ou de la tromperie. Le fait que ce sourire ait été préservé dans la mort, inflexible et délibéré, suggérait quelque chose de délibéré, au-delà d'un simple accident. Le village réagit comme il l'avait toujours fait. Les portes s'ouvrirent pour laisser passer les regards curieux. Les commerçants jetèrent un œil par-dessus leur comptoir. Les enfants, sentant la tension électrique, chuchotaient entre eux. Les tables à thé seraient bondées ce soir-là de conjectures, et la pelouse du presbytère, soignée et respectable, pourrait devenir le théâtre d'accusations voilées. Déjà, les villageois répétaient leur rôle. Qui serait choqué, qui serait scandalisé, et qui se réjouirait d'en savoir plus qu'il ne le devrait? L'enthousiasme de Madame Price Ridley était incontrôlable. Elle traversa la place en courant pour se rendre chez le boucher, qui acquiesça gravement à sa nouvelle, bien qu'il n'en sût pas plus qu'elle. « C'est le genre de chose qui met la foi à l'épreuve »
murmura-t-il, mais ses yeux jetaient des regards méfiants aux passants et aux ombres projetées par le soleil d'automne. Mademoiselle Marple observait chaque mouvement, chaque regard, enregistrant les preuves des réactions, car le comportement humain était souvent bien plus révélateur que n'importe quelle déclaration. Dans le salon, oubliant son tricot, elle réfléchit au curieux calme qui précédait le bouleversement. C'était comme le silence avant la tempête, chargé d'anticipation. Une note suspendue avant qu'un accord ne se résolve, sauf qu'ici, la résolution risquait d'apporter de la tristesse plutôt que de l'harmonie. Chaque porte qui se refermait derrière un murmure, chaque sourire laconique échangé entre voisins ajoutait à la tension. En fin d'après-midi, le sentiment de malaise s'était installé comme une fine poussière sur St. Mary Mead. L'équilibre du village avait été rompu, et dans cette brèche, l'esprit de mademoiselle Marple commença à rassembler des fragments d'observation. L'inclinaison exacte d'une tête, l'hésitation dans la parole, le frémissement subtil d'une main effleurant une manche. Ce n'était pas de simples détails, insignifiants, mais les premières touches d'un portrait qu'elle seule pouvait compléter. Et tandis que les ombres s'allongeaient sur les pavés, les yeux de mademoiselle Marple s'attardèrent sur la porte du presbytère, remarquant les allées et venues discrètes, le pliage soigneux du manteau du jardinier, le bruit étouffé des roues sur le gravier. Quelque chose dans ces petits mouvements, inaperçus des autres, promettait que le bouleversement n'était pas encore pleinement révélé. Et quelque part, dans le motif des commérages et des gestes, elle sentait la signature faible mais indubitable d'une intention. La porte du presbytère se referma avec un léger clic, ses gonds étouffés par l'humidité de la fin d'après-midi. Mademoiselle Marple resta près de la fenêtre du salon, les yeux suivant la silhouette du jardinier qui s'éloignait, se déplaçant avec une lenteur inhabituelle, comme si le gravier sous ses bottes exigeait une assurance constante. À l'intérieur, le village murmurait avec une ferveur croissante, mais son attention s'attardait sur les détails discrets. Une ombre projetée contre un rosier, le faible reflet métallique au coin d'une vitre et la manière précise dont Madame Price Ridley avait serré son sac à main quelques instants avant que la nouvelle ne sorte de sa bouche. Chaque fragment avait son importance. Chacun révélait, même subtilement, l'état d'esprit de celui qui le portait. À présent, la nouvelle du décès de M. Harrington avait atteint tous les foyers capables de chuchoter, et l'effet fut immédiat. Les fenêtres s'ouvrirent un peu plus, les rideaux furent tirés, et même les résidents les plus réservés se sentirent obligés de jeter un coup d'œil vers le presbytère en passant. Madame Macfarlane, qui portait un panier de pommes, s'arrêta en plein élan pour murmurer « Quelle expression étrange ! Et à son âge, on ne s'attend jamais à… » Sa voix s'éteignit sous le regard scrutateur de ceux qui avaient déjà décidé de ce qui avait dû se passer, même si personne ne pouvait le dire avec certitude. Mademoiselle Marple remarqua le tremblement des mains de Madame Macfarlane et la façon dont ses yeux se posaient furtivement sur la devanture du magasin d'en face. Elle avait quelque chose à cacher, mais cela la trahissait petit à petit. À l'épicerie, une conversation plus délibérée s'engagea. M. Blake, précis dans son tablier et sa posture, se pencha vers Madame Pym avec un air confidentiel. « Avez-vous vu les mains du jeune homme ?» demanda-t-il en baissant la voix. Elles étaient étrangement immobiles. Ce n'était pas la panique que l'on pourrait attendre s'il s'agissait simplement d'une maladie. Je crains qu'il s'agisse d'autre chose, quelque chose de délibéré. Ces mots avaient mis du poids, mais c'était son geste, la façon dont il ajusta son tablier et évita de croiser son regard, qui laissait deviner une tension tacite, comme si cette observation avait des conséquences personnelles. Miss Marple, remarquant à la fois la déclaration et sa connotation tacite, la garda silencieusement en mémoire. Pendant ce temps, le presbytère lui-même était devenu le théâtre d'une agitation subtile. Le révérend Crisp, qui rangeait méticuleusement ses notes de sermon, laissait son esprit vagabonder entre le rituel familier du service et l'anomalie de la journée.
Il avait rendu visite à M. Harrington à plusieurs reprises ces dernières semaines, répondant aux curiosités théologiques et aux doutes occasionnels du jeune homme. Mais dans le salon du presbytère, il avait été témoin d'une scène qui l'avait bouleversé plus que les mots ne pouvaient l'exprimer. Il y avait eu une pause dans la voix de M. Harrington, un immobilisme dans sa posture, un sourire qui semblait se moquer non seulement des personnes présentes, mais aussi de l'ordre moral de l'univers lui-même. Pour le révérend Crisp, ces détails étaient dangereux, car ils avaient des implications qu'il préférait ne pas exprimer à haute voix. Mademoiselle Marple, bien sûr, avait observé tout cela avec son calme habituel, ses doigts traçant distraitement le tricot devant elle. Elle réfléchissait au fait que la fascination du village était en partie due au scandale, en partie à la peur et en partie à la projection des propres insécurités de chaque observateur. Certains espéraient que l'incident resterait impénétrable, tandis que d'autres savouraient le défi d'attribuer la responsabilité, même prématurément. C'était un schéma familier, l'accident, où l'événement inhabituel agissait comme un miroir, révélant le caractère des gens à travers leurs réactions plutôt qu'à travers les faits. En milieu d'après-midi, un schéma d'enquête commença à se dessiner. Madame Price Ridley, dont l'énergie n'était pas entamée par les convenances, se mit à rendre visite aux voisins, qui n'avaient pas encore entendu l'histoire. Elle se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un qui croyait que sa version était la plus exacte, et elle l'exprimait avec emphase. Les yeux de M. Harrington, grands mais sereins, les mains posées soigneusement sur la couverture, l'air satisfait, presque cruel dans sa sérénité. Chaque embellissement, subtil ou manifeste, reflétait sa perception de ce qui devait alarmer ses auditeurs, et chaque adaptation en disait autant sur Madame Price Ridley que sur le défunt. La couturière, Madame Toller, observait depuis l'entrée de sa boutique, tricotant tranquillement une écharpe tout en tendant l'oreille à la conversation. Elle remarqua les gestes de Madame Price Ridley et la façon dont sa voix s'élevait sur certaines syllabes, signalant les moments où elle s'attendait à un impact émotionnel. Pour Mademoiselle Marple, une telle attention portée à la performance était révélatrice. Madame Toller, avec son économie de mots et son attention précise aux détails, possédait une retenue qui laissait entrevoir une logique interne. Elle ne se précipitait pas pour juger, mais elle cataloguait méticuleusement ses observations, les stockant pour les récupérer plus tard. Non loin de la place, l'instituteur local, M. Albright, rentrait chez lui avec les enfants, qui discutaient déjà des événements avec un mélange d'excitation et d'appréhension naturelle à leur âge. « Tu crois qu'il savait quelque chose ?» murmura l'un d'eux. « Ou quelqu'un ?» demanda un autre. L'échange était innocent, mais pour Mademoiselle Marple, il était la preuve de la manière subtile dont la peur se propage, même parmi les plus jeunes. L'hypothèse tacite selon laquelle les apparences cachent souvent la vérité s'était déjà installée dans l'esprit des villageois, même si la leçon de morale explicite n'avait pas encore été formulée. Alors que l'ombre de l'après-midi s'épaississait, Mademoiselle Marple remarqua un petit détail qui avait échappé à l'attention de tous sur la place. Une seule feuille d'automne, coincée contre la grille en fer forgé du presbytère, flottait dans la brise. Elle était tout à fait ordinaire, mais sa suspension délicate reflétait l'anomalie qu'elle avait observée. Une chose naturelle, mais maintenue momentanément dans un état qui attirait l'attention et exigeait d'être observée. Pour un œil non averti, elle passerait inaperçue. Pour elle symbolisait précisément l'équilibre délicat entre l'apparence et la réalité, entre ce qui est visible et ce qui est intentionnellement caché. En début de soirée, la machine sociale du village avait commencé à se tourner vers la contemplation et la conjecture. La pelouse du presbytère restait bien entretenue, la porte du presbytère fermée, mais chaque geste poli cachait un soupçon sous-jacent. Les voisins échangeaient des regards mesurés, chacun évaluant la sincérité de la réaction de l'autre, chacun jugeant le degré de décorum à maintenir.
Le moindre geste, l'inclinaison d'un chapeau, l'hésitation d'un pas, l'angle d'un regard, était soudain chargé de sens. Mademoiselle Marple, en sirotant son thé désormais refroidi, cataloguait tout cela. Et alors que le crépuscule recouvrait l'horizon d'un silence gris, elle réfléchissait à la subtile orchestration du village. Les commérages, les inquiétudes, les réactions soigneusement modérées. Le comportement de chaque personne révélait une part de vérité cachée sous une civilité routinière. Elle sentait que les événements de la journée avaient ressuscité non seulement de la curiosité, mais aussi un malaise, une tension silencieuse qu'il faudrait observer attentivement pour démêler. Quelque part dans l'interaction de ces petits actes délibérés se trouvait la clé pour comprendre le sourire qui avait tant troublé le presbytère. Le silence gris du crépuscule s'installa sur St. Mary Mead avec un poids particulier, plongeant le village dans une attention silencieuse, à la fois familière et inquiétante. Miss Marple resta à la fenêtre de son salon, oubliant son tricot, le regard fixé sur la porte du presbytère où une seule feuille d'automne s'accrochait encore obstinément à la balustrade en fer forgé. Sa persistance semblait, à sa manière, symbolique de la tension qui régnait désormais dans chaque foyer. Insignifiante, mais chargée de sens. Chaque villageois, dans ses tâches quotidiennes, se déplaçait avec une subtile conscience de soi, conscient que les apparences comptaient plus que jamais et que même le plus petit écart pouvait être scruté à la recherche d'une signification cachée. Le presbytère, ordonné et silencieux, semblait désormais dégager une aura d'attente presque tangible. Le révérend Crisp, assis à son bureau, ajusta ses lunettes et tapota le bois poli avec son crayon. Son esprit vagabondait entre la préparation de son sermon et l'étrange anomalie de l'après-midi. L'expression de M. Harrington, cette sérénité artificielle qui se lisait sur son visage, s'était logée dans son esprit, telle une accusation silencieuse contre la normalité sur laquelle il avait toujours compté. Quelque chose dans cette expression suggérait une prescience, un choix délibéré plutôt que l'innocente passivité du destin. De l'autre côté de la rue, la voix de Madame Price Ridley s'éleva à nouveau, cette fois dans le petit salon de thé où elle avait convoqué un groupe de dames, en annonçant qu'elle possédait des informations plus sûres. Son expression était triomphante, mais Mademoiselle Marple remarqua les micro-ajustements de ses mains lorsqu'elle passa une tasse de thé. Un tremblement imperceptible qui trahissait une excitation mêlée d'anxiété. Ce sont ces petits détails qui révèlent les calculs intérieurs d'un personnage, l'écart entre ses intentions et ce qu'il montre. Madame Pym, assise en face de Madame Price Ridley, écoutait avec une attention soutenue, hochant la tête de temps en temps tout en gardant un doigt délicat posé sur son sucrier. « On ne peut certainement pas accorder trop d'importance à un sourire, » dit-elle doucement. C'était peut-être simplement une plaisanterie. Un dernier moment de fantaisie avant le malheur. Sa formulation prudente suggérait la prudence, mais la curiosité sous-jacente ne pouvait être masquée. L'œil de Mademoiselle Marple remarqua le léger tremblement de ses lèvres, signe subtil que Madame Pym appréciait la tension plus qu'elle ne voulait l'admettre. Pendant ce temps, l'épicier, M. Blake, avait fermé son magasin pour la soirée, mais s'attardait près de la porte, faisant semblant de vérifier les livraisons. En réalité, il observait les passants, notant ceux qui parlaient à voix basse, ceux qui s'attardaient plus que nécessaire devant la porte du presbytère et ceux qui évitaient complètement la place. Sa vigilance s'apparentait à un filet tendu autour d'une proie invisible. La tension de la spéculation aiguisait ses sens, et chaque petite incohérence semblait amplifiée. Mademoiselle Marple appréciait cette attention minutieuse. Elle révélait rarement la vérité de manière directe, mais elle mettait en lumière des schémas invisibles pour l'observateur occasionnel. Dans l'école, M. Albright rassembla ses élèves pour une heure d'études silencieuses, mais le sujet de conversation persistait comme un parfum dans les couloirs. Même les enfants étaient imprégnés du malaise ambiant.
leurs questions soigneusement formulées, leurs chuchotements chargés de la curiosité et de la peur de l'innocence, confrontés à un monde adulte, incompréhensible. « Pourquoi souriait-il » demanda l'un d'eux, d'une voix si basse qu'elle effleura à peine le bureau. Un autre répondit « Peut-être savait-il quelque chose que nous ignorons. » L'incertitude résonna dans l'esprit de mademoiselle Marple. La compréhension commençait souvent par remarquer ce que les autres négligeaient, même dans les observations les plus insignifiantes. De retour au presbytère, les domestiques s'affairaient avec une précision rigoureuse, rangeant et organisant, comme si leur propre anxiété pouvait être apaisée par l'ordre. Le majordome, M. Green, plaçait un plateau en argent avec un soin délibéré, s'arrêtant à chaque ajustement, tandis que la gouvernante, Madame Fenton, réajustait les coussins et redressait les rideaux. Mademoiselle Marple reconnut ce geste. La méticulosité comme réponse à un trouble moral, une tentative de rétablir l'équilibre par l'action physique, alors que l'équilibre émotionnel ou social avait déjà été rompu. Le geste était mineur, mais il avait du poids. Chaque mouvement mesuré suggérait à la fois la déférence et la peur. Ce soir-là, mademoiselle Marple s'aventura brièvement dehors, enveloppée dans un châle pour se protéger du froid. Le village semblait transformé. Les chemins familiers étaient désormais empreints d'appréhension. Les conversations s'arrêtaient lorsqu'elle passait. Les regards se détournaient. Les sourires étaient hésitants. Elle s'arrêta près du portail du presbytère, remarquant à nouveau la feuille qui s'accrochait avec une persistance improbable. Sa délicate suspension reflétait la certitude suspendue du village. Un objet ordinaire devenu symbolique par les circonstances, un emblème discret des apparences qui trompaient même les yeux attentifs. C'est là, dans la douce lueur des lampadaires sur les pavés, qu'elle aperçut pour la première fois le cousin éloigné de M. Harrington, un nouveau venu à St. Mary Mead. Il s'attardait près du bord de la place, les mains dans les poches, la tête inclinée dans ce qui semblait être une observation polie, mais qui semblait à mademoiselle Marple être un calcul délibéré. Sa présence était discrète, mais elle trahissait une intention. L'angle de ses épaules, le léger rétrécissement de ses yeux suggéraient qu'il avait remarqué plus de choses qu'un simple visiteur. Mademoiselle Marple enregistra silencieusement cette information, reconnaissant la tension entre la curiosité naturelle et l'intérêt personnel. De retour à l'intérieur, elle réfléchit à la mosaïque de réactions humaines qui se déroulait autour d'elle. Le comportement de chaque villageois était un fil qui s'entremêlait pour former un motif à la fois révélateur et trompeur. Le zèle de Madame Price Ridley, l'intrigue hésitante de Madame Pym, l'examen minutieux de M. Blake, les pupilles de M. Albright, les mouvements précis des domestiques et maintenant le silence observateur du nouveau venu. Tout cela contribuait à former un tableau dans lequel le sourire sur le lit du presbytère pouvait être compris non seulement comme une bizarrerie isolée, mais comme un pivot autour duquel tournaient la peur, la curiosité et l'intention. Et alors que la nuit tombait complètement sur St. Mary Mead, mademoiselle Marple se préparait à ce qui allait arriver. Elle sentait que la vague initiale de curiosité allait bientôt céder la place à une enquête plus délibérée, que les convenances polies du village allaient souffrir sous le poids de la suspicion humaine, et que l'un d'entre eux, subtil, discret, mais présent, manipulait déjà les perceptions à son avantage. Le sourire, serein et inflexible, avait déjà commencé à exercer son influence, et dans les ombres mouvantes, mademoiselle Marple savait que les premiers fils véritables du mystère allaient se tendre. La nuit s'était complètement installée sur St. Mary Mead, enveloppant le village d'un calme qui semblait fragile sous le poids d'une anxiété inexprimée. Miss Marple, assise une fois de plus dans son salon, se laissa envelopper par le silence, attentive au rythme subtil de la maison, le tic-tac faible de l'horloge de la cheminée,
le grattement occasionnel d'un pied de chaise à l'étage, le murmure étouffé du vent contre les volets. Chaque son, ordinaire en soi, semblait amplifié par la tension persistante, accompagnant légèrement le sentiment de malaise qui s'était répandu depuis l'après-midi. Un coup discret à la porte attira son attention. Il n'était ni urgent, ni insistant, simplement poli, mais le moment choisi suggérait une certaine délibération. Mademoiselle Marple se leva, lissa son châle et ouvrit la porte pour trouver l'inspecteur en chef Cray de la police du comté, l'air calme mais précis, les yeux balayant brièvement le seuil avant de croiser les siens. « Bonsoir, mademoiselle Marple », dit-il d'un ton prudent et officiel. « J'espère que je ne dérange pas à une heure inopportune ?»« Pas du tout, inspecteur, » répondit-elle en le faisant entrer d'un geste discret. « Je vous en prie, asseyez-vous. J'observais le village ce soir. On dirait que toute la rue répète pour une pièce de théâtre secrète. » Ces mots étaient empreints d'une douce ironie, comme si elle reconnaissait la folie humaine, tout en s'abstenant de tout jugement. Cray s'installa dans un fauteuil en face d'elle, posant soigneusement son carnet sur la petite table. « Je voulais vous parler directement, » commença-t-il. « Nous avons recueilli les premières déclarations du personnel du presbytère, des voisins et des passants habituels. Mais, comme vous pouvez l'imaginer, les faits sont frustrants et peu concluants. Le défunt, il ne présentait aucun signe de lutte, aucune détresse apparente. Et pourtant, il fit une pause, plissant légèrement les yeux. L'expression de son visage a troublé plus de gens que vous ne pourriez l'imaginer. » Mademoiselle Marple acquiesça, ses aiguilles à tricoter suspendues en l'air. « Ah oui, le sourire, » dit-elle doucement, presque pour elle-même. « Il semble avoir plus d'impact que la connaissance réelle de l'événement. » Elle leva les yeux vers Cray. « Vous savez bien sûr que les apparences peuvent être trompeuses. Les gens interprètent souvent trop, ou trop peu, ce qu'ils voient. » Cray inclina la tête. « En effet, nous essayons de faire la distinction entre causes naturelles et actions délibérées. Certaines déclarations laissent entendre quelque chose de plus qu'une simple coïncidence. Mais rien de concret pour l'instant. Je me demandais si vous aviez remarqué quelque chose que les autres avaient négligé. » Le regard de mademoiselle Marple se posa un instant sur le portail du presbytère, où la feuille était tombée depuis longtemps, ne voltigeant plus. Le caractère éphémère de ces petits détails reflétait les témoignages humains, fugaces, facilement négligés, mais potentiellement révélateurs. « Les gens oublient ou se souviennent mal, » dit-elle d'une voix calme, « surtout lorsque les émotions sont en jeu. Mais la manière dont ils oublient nous en dit souvent plus long que leur mémoire consciente. » Cray se pencha en avant, son carnet prêt mais non ouvert. « Je trouve le village lui-même curieux. Chaque personne semble détenir une partie de l'histoire, mais aucune ne la connaît dans son intégralité. Il y a Madame Price Ridley qui insiste pour embellir les choses. Les domestiques, nerveux et méticuleux. Le nouveau venu, le cousin de Harrington, dont la simple présence a changé l'ambiance de la place. L'avez-vous observé ? » ?»« Oui, » répondit mademoiselle Marple, reprenant brièvement son tricot. « Son observation est délibérée. Il n'est ni impoli, ni pressé, mais concentré. Quand on observe attentivement, certaines habitudes, la posture, l'attention, l'hésitation, trahissent les intentions. » Elle fit une pause, laissant ses mots résonner. « Cela peut ne rien signifier, ou tout signifier. C'est la nature humaine. » Cray acquiesça, griffonnant dans son carnet. « Nous avons été prudents dans nos enquêtes, » admit-il. « Pourtant, les déclarations contiennent des contradictions. Petites, apparemment insignifiantes, mais fréquentes. La gouvernante se souvient d'un détail que le jardinier nie. Les mouvements du cousin sont rappelés différemment par deux témoins distincts. C'est exaspérant. Et puis il y a cette étrange histoire de sourire remarquée par presque tous ceux qui l'ont vu.
Dans des circonstances normales, une telle unanimité pourrait clarifier les choses. Ici, elle obscurcit. Les yeux de Mademoiselle Marple brillèrent faiblement, signe qu'elle comprenait. Le consensus des témoins est souvent trompeur, surtout lorsque la peur ou les attentes sociales entrent en jeu. Chaque personne souhaite paraître morale, compétente ou informée. Leurs témoignages sont donc filtrés par plusieurs couches de besoins personnels. Observez les déclarations, inspecteur, non seulement pour ce qui est dit, mais aussi pour ce qui est caché. Il réfléchit en silence pendant un moment, puis se risqua à dire « Les villageois en parlent aussi. Les canaux habituels de commérage ont été particulièrement actifs. Chaque visite, chaque regard accidentel vers le presbytère, chaque remarque fortuite a été amplifiée. Les gens semblent se tester les uns les autres, essayant de déterminer qui c'est quoi. C'est presque un jeu. » En effet, acquiesça Mademoiselle Marple en pliant son tricot sur ses genoux. Et ces jeux en révèlent souvent plus que n'importe quelle question directe. Les gens se trahissent par de petites erreurs, par des exagérations, par le fait qu'ils évitent plus soigneusement un sujet. Il faut prêter autant attention au théâtre social qu'aux preuves matérielles. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre pour jeter un dernier coup d'œil aux rues tranquilles du village. Les lampadaires projetaient une lueur tamisée, allongeant les ombres et ajoutant de la profondeur aux contours familiers. Son regard s'attarda sur un petit jardin négligé au bord de la place, où les ombres des haies et des treillis se confondaient en formes irrégulières. C'était insignifiant, presque invisible, mais pour elle, cela suggérait une dissimulation potentielle. Un espace négligé par la plupart, mais idéal pour des gestes privés, des tromperies mineures ou des observations clandestines. Le motif était cohérent, l'ordinaire dissimulant l'extraordinaire, les apparences masquant les intentions. Cray suivit son regard. « Je suppose, Mademoiselle Marple, que vous voyez un fil conducteur que les autres ne voient pas. » Et pourtant, il laissa sa pensée inachevée en suspens, comme s'il reconnaissait que la vérité était rarement révélée au premier coup d'œil. « Oui, » dit-elle doucement, « et ce fil conducteur est emmêlé. Il faudra de la patience. Le village est une scène de théâtre, inspecteur. Chaque acteur, consciemment ou non, contribue au récit. Notre tâche consiste à discerner les motifs, les occasions et les subtiles dissonances qui laissent entrevoir ce qui s'est réellement passé. » Elle marqua une pause, puis ajouta « Et n'oubliez jamais que les plus petits gestes ont souvent le plus grand poids. » Dehors, la nuit s'intensifiait. Les bruits du village étaient étouffés mais présents. Le cliquetis lointain d'une charrette, le doux roucoulement d'une chouette effraie, le murmure des feuilles, le long des ruelles. Dans le silence, Mademoiselle Marple sentit les premiers véritables fils du calcul humain commencer à prendre forme. Quelqu'un, parmi les nombreux regards et les voix étouffées, se positionnait déjà avec soin, façonnant la perception à son avantage. Et le sourire, serein et inébranlable, avait commencé à influencer la danse de la suspicion qui allait suivre. Le lendemain matin, une lumière pâle et diffuse se répandit sur St. Mary Mead, filtrée par des nuages qui ne promettaient ni chaleur ni répit. Miss Marple, assise avec une tasse de thé à la table de son salon, s'accorda un moment pour observer la reprise prudente de la routine dans le village. Les portes s'ouvraient avec une confiance mesurée. Les enfants passaient en courant, leurs livres serrés contre leur poitrine, et la cloche du boulanger tintait avec insistance, comme pour affirmer la persistance de la vie ordinaire. Pourtant, sous la surface, un tremblement des événements de la veille subsistait, vibrant faiblement dans chaque regard, chaque hésitation, chaque signe de tête poli échangé dans la rue principale. Son attention se porta naturellement vers le presbytère. Le portail était fermé, comme toujours,
mais elle sentit de subtils changements dans les comportements. La gouvernante arrangeait les fleurs avec un soin inhabituel. Le jardinier s'attardait un peu plus longtemps sur la haie, et le cousin de M. Harrington, qui était devenu une figure incontournable dans l'ombre du bâtiment, observait sans but apparent. Ces gestes, facilement ignorés par des yeux distraits, formaient un schéma que Mlle Marple savait déchiffrer. Un orchestre de petits mouvements contrôlés, chacun visant à façonner la perception. C'est dans cette atmosphère que Mme Price Ridley fit son entrée, vive et déterminée, porteuse d'un portefeuille de conjectures et de rumeurs. Elle s'arrêta devant la porte de Mlle Marple et frappa légèrement. « Bonjour, chère Mlle Marple. Vous avez sûrement entendu dire qu'il y a des complications, très graves en fait. » Son ton était pressant, mais raffiné, comme si elle faisait preuve de courtoisie tout en relayant des informations. Mademoiselle Marple inclina la tête, un léger sourire courbant ses lèvres. « J'en ai effectivement entendu parler, Madame Price Ridley, et je suis sûre que vous serez précise dans votre récit. Le village prospère autant grâce à la clarté qu'à la curiosité. » Elle désigna une chaise, et Madame Price Ridley s'assit gracieusement, ajustant son chapeau avant de se lancer dans sa version des faits. « C'est très étrange, » dit-elle en baissant la voix pour murmurer confidentiellement. « Le cousin, vous savez, le cousin de Harrington, a été vu près du presbytère tard hier soir. On aurait pu penser que c'était innocent, mais il y a quelque chose de calculateur chez lui. Il s'est attardé, a observé, puis est parti de manière très délibérée. Les gens l'ont remarqué et, naturellement, des questions ont été posées. Je trouve cela moi-même troublant. » Le regard de Mlle Marple, calme et posé, suivait le mouvement des mains de Mme Price Ridley qui voletaient sur ses genoux. De petits gestes, de minuscules inflexions pouvaient en dire plus long que n'importe quelle déclaration. Un sourcil levé, un serrement des doigts, un regard hésitant. « En effet, » dit-elle doucement, « l'observation révèle souvent plus de vérité que les mots. Et pourtant, elle doit être tempérée par la prudence, car l'imagination peut rendre extraordinaires des événements ordinaires. » Madame Price Ridley acquiesça avec enthousiasme, encouragée par la subtile approbation de Mademoiselle Marple. « Oui, oui. Et puis il y avait cette histoire dans le salon du presbytère. J'ai eu l'occasion de jeter un coup d'œil par la fenêtre, pendant que les domestiques vaquaient à leurs occupations. Et j'ai cru voir quelque chose d'inhabituel, un objet mal placé, peut-être. Mais je n'en suis pas certaine. Et il faut noter la rapidité avec laquelle ces choses sont corrigées, comme si elles n'étaient pas censées être vues. » Mademoiselle Marple plissa les yeux avec intérêt, mais sa voix resta calme. « Les objets mal placés, aussi insignifiants soient-ils, peuvent être révélateurs. Ils suggèrent une tentative de dissimulation, de détournement de l'attention, voire d'affirmation du contrôle sur la perception. Vous avez remarqué un indice subtil, que ce soit par accident ou par instinct. Il est précieux, Madame Price Ridley, non pas pour ce qui est évident, mais pour le fait qu'il ait attiré votre attention. » Au fur et à mesure que la conversation se poursuivait, la maison semblait répondre par des rythmes doux, le craquement d'une planche, le léger frottement d'une chaise, le sifflement de la bouilloire qui chauffait sur la cuisinière. Chaque son ponctuait la discussion, donnant du poids aux pauses et aux choix minutieux des mots. Dehors, le village bougeait avec une conscience prudente, la rue principale se réveillant lentement de sa pause inquiète. Plus tard, le presbytère lui-même devint un point d'intérêt pour un petit groupe de villageois qui s'étaient rassemblés sous prétexte d'une curiosité polie. Parmi eux, Madame Pym fit des remarques mesurées, prenant soin de ne pas exagérer ses connaissances, mais incapable de résister à de subtiles allusions. Ses yeux, souvent expressifs malgré sa retenue, se tournèrent vers le presbytère, puis vers le nouveau venu qui s'attardait à la lisière du rassemblement, comme s'il observait les observateurs. Mademoiselle Marple,
qui observait depuis son salon, réfléchit à l'interaction de ces observations. Le comportement de chaque personne reflétait non seulement l'événement, mais aussi son propre tempérament et ses priorités. Le désir d'être perçu comme compétent, moral ou informé, l'instinct de manipuler la perception, la tentation d'embellir un récit pour en tirer un avantage social. Dans un tel creuset, la vérité n'était ni évidente ni unique. Elle était stratifiée, réfractée à travers d'innombrables perspectives. En milieu de matinée, l'inspecteur était de retour, arrivant discrètement à la porte de mademoiselle Marple, son carnet à la main. « J'ai terminé la première série d'entretiens », rapporta-t-il. Certaines contradictions sont apparues. Les souvenirs de la gouvernante diffèrent de ceux du jardinier. Le récit du cousin ne correspond pas aux déclarations des domestiques. Il y a de petites incohérences, minimes, mais cumulatives. Et puis, bien sûr, il y a la question des objets dans le salon. Certains semblent avoir été déplacés, mais personne n'admet les avoir touchés. Mademoiselle Marple pencha la tête d'un air pensif. La prudence est de mise, inspecteur. Chaque incohérence est un fil. Le défi consiste à les tisser ensemble, sans présumer que l'un d'entre eux détient toute la vérité. Et pourtant, il faut également être attentif aux fausses pistes délibérées. Les gens peuvent agir avec un but précis, masquant leurs intentions sous des gestes ordinaires. Son regard se porta vers le jardin, où les ombres de la fin de matinée projetaient des formes irrégulières sur les allées. Une feuille tombée, une branche cassée, une légère empreinte dans le gravier. Tous ces éléments pouvaient être des indices insignifiants, mais potentiellement révélateurs. C'était cette interaction entre visibilité et dissimulation, entre attention et négligence, qui constituait le motif qu'elle recherchait. Les apparences contre la réalité sous-jacente. Alors que l'inspecteur partait reprendre son enquête, mademoiselle Marple resta près de la fenêtre, observant le village retrouver son fragile rythme quotidien. Le salon, les objets, les mouvements subtils des villageois, tout suggérait un réseau de petites manipulations, conscientes ou non, qui devaient être démêlées avec soin. Et dans un coin de son esprit, elle remarqua le sourire persistant, serein et énigmatique, qui commençait à exercer une influence non seulement par sa présence, mais aussi par les subtiles distorsions qu'il créait dans la perception, l'attention et les attentes. Le village était ordonné, mais tendu. Chaque geste, chaque regard, chaque remarque semblait désormais potentiellement significatif. Et mademoiselle Marple comprit que le premier véritable test de ses observations allait bientôt se présenter. Quelque part dans ces schémas ordinaires, un choix avait été fait, délibéré ou fortuit, qui en révélerait plus que ne pouvait le prédire même l'examen le plus minutieux. En fin de matinée, le village de St. Mary Mead semblait avoir retrouvé son rythme habituel, mais le courant sous-jacent de l'incident du presbytère persistait, subtil et insistant, comme la faible vibration d'un diapason. Mademoiselle Marple, assise dans son salon, un ouvrage de tricot à moitié terminé sur les genoux, observait la rue avec une attention tranquille. Les enfants passaient en groupe, parlant à voix basse. Les commerçants se déplaçaient avec une précision minutieuse. Même le facteur s'attardait un peu plus longtemps que d'habitude devant chaque portail, comme s'il sentait la tension collective qui régnait dans le village. Chaque action, insignifiante prise isolément, formait un schéma de retenue que mademoiselle Marple remarqua avec une clarté infaillible. Le silence du matin fut rompu par un coup sec à la porte, suffisamment fort pour la tirer de ses réflexions. Elle se leva et ouvrit la porte pour trouver le cousin de M. Harrington, debout avec une hésitation polie, une enveloppe à la main. « Mademoiselle Marple, dit-il d'un ton formel mais teinté d'inquiétude, je me demandais si je pouvais vous déranger un instant. Il y a des questions qui nécessitent de la discrétion. »« Certainement, » répondit mademoiselle Marple en lui faisant signe d'entrer. « Je vous en prie, asseyez-vous. »
Je suis toujours heureuse de voir quelqu'un qui prend le temps d'observer attentivement avant de parler. » Elle lui indiqua une chaise près de la fenêtre, où la lumière du soleil, bien que tamisée, illuminait la pièce. Le cousin accepta de s'asseoir, ses yeux suivant momentanément les ombres sur le sol avant de se poser sur les siens. « J'ai reçu cette lettre hier soir, » commença-t-il en posant l'enveloppe sur la table avec un soin délibéré. « Elle est arrivée sans expéditeur. Son contenu... » Sa voix vacilla légèrement, puis se stabilisa. « Suggère la connaissance de certains événements au presbytère qui n'ont pas encore été portés à l'attention du public. J'ai pensé qu'il était prudent de la montrer à quelqu'un dont le jugement est fiable. » Mademoiselle Marple prit l'enveloppe, notant sa texture et son poids, le sceau intact mais sans particularité. Elle ne l'ouvrit pas immédiatement, laissant la pause suggérer que cette observation pouvait en elle-même éclairer le caractère. « Une communication anonyme, » murmura-t-elle. « Comme c'est curieux. Souvent, ce genre de lettre vise moins à informer qu'à exprimer une intention, le désir de déstabiliser, de provoquer la réflexion ou de manipuler la perception. » Le cousin acquiesça, jetant un coup d'œil vers la fenêtre comme s'il craignait des témoins invisibles. « C'est précisément ce que je crains. Il y a une subtilité dans le choix des mots, un certain soin à suggérer sans déclarer, à faire allusion à des conséquences sans les préciser. On s'interroge sur les motivations et les possibilités d'interprétation erronée sont considérables. » Les yeux de Miss Marple, calmes et pénétrants, scrutèrent son visage, notant les micro-expressions qui trahissaient son inquiétude, peut-être sa culpabilité, peut-être simplement son appréhension. « En effet, » dit-elle, « l'expéditeur souhaite peut-être influencer vos actions ou votre compréhension, ou semer le doute là où il ne devrait pas y en avoir. La lettre elle-même fait autant partie du récit que les événements auxquels elle fait référence. » Elle brisa soigneusement le sceau et en sortit une seule feuille de papier. L'écriture était soignée, délibérée, et contenait quelques phrases choisies avec une prudence apparente. Mademoiselle Marple lut en silence, son expression ne trahissant aucune émotion, mais son esprit cataloguant chaque nuance. L'évitement soigneux des noms, les références elliptiques aux lieux, l'accent mis sur le sourire et ses implications. Il s'agissait d'une note conçue non seulement pour informer, mais aussi pour insinuer, tester la perception du lecteur et peut-être manipuler subtilement le déroulement des événements. Au bout d'un moment, elle leva les yeux. « Il semble, » dit-elle doucement, « que quelqu'un souhaite attirer l'attention sur ce que la plupart des gens négligeraient. Les petits gestes, les expressions fugaces, les changements de posture et de ton qui trahissent les intentions. C'est une manière astucieuse de garantir la vigilance tout en préservant le secret. Il faut se demander pourquoi une telle stratégie est employée et qui profite de la suspicion accrue parmi les observateurs. » Le cousin déglutit et acquiesça lentement. « J'y ai moi-même réfléchi. Mais le village, ses réactions sont imprévisibles. Chaque habitant interprète les événements à travers son propre prisme de préoccupation, de moralité et de curiosité. Même un changement mineur, un objet légèrement déplacé, un mot soigneusement omis, peut entraîner une cascade de spéculations disproportionnées. » Mademoiselle Marple inclina la tête. « Vous décrivez la tendance naturelle de la perception humaine, filtrée, colorée, déformée. Et le village, dans son attention, amplifie ses effets. C'est précisément pour cela que la manipulation subtile des apparences est si efficace. L'ordinaire devient extraordinaire, le trivial prend de l'importance, et la vérité est obscurcie sous des couches de réaction et d'attente. » Un léger coup à la porte interrompit leur conversation. C'était Madame Price Ridley, qui entra sans y être invitée, le visage illuminé par un mélange d'excitation et d'appréhension. « J'ai entendu dire, » dit-elle, « qu'une lettre avait été livrée au presbytère. Ou peut-être ailleurs. Il faut être précis, bien sûr, mais
J'ai pensé que cela pourrait vous intéresser tous les deux. » Ses mains tremblaient tandis qu'elle parlait, trahissant son impatience et sa légère crainte d'être laissée de côté. Mademoiselle Marple fit signe de se calmer. « Nous étions justement en train d'y réfléchir. La précision dans l'observation est plus importante que la précipitation dans la diffusion. » Elle observa attentivement les gestes de Madame Price Ridley. Ses mouvements rapides, presque théâtraux, révélaient à la fois son impatience et son désir d'influencer l'opinion. Et vous, bien sûr, vous remarquerez des détails que d'autres pourraient négliger. Mais vous devez également vous garder de toute exagération, de peur que l'observation elle-même ne devienne une distorsion. Madame Price Ridley inclina la tête comme pour accepter cette douce réprimande, mais ses yeux brillaient d'excitation. Même sa propre retenue semblait teintée de l'excitation d'être incluse, de posséder des connaissances que les autres n'avaient pas encore. Le cousin, désormais plus calme, se leva pour partir, s'arrêtant à la porte. « Merci, mademoiselle Marple. Vos conseils sont inestimables. Je procéderai avec prudence. » Il jeta un regard mesuré à Madame Price Ridley, reconnaissant sa présence sans s'engager pleinement, et sortit dans la rue où les ombres s'étendaient finement sur le trottoir. Mademoiselle Marple, se retournant vers la lettre, laissa échapper un léger soupir. Elle reconnut la superposition délibérée d'observation et d'intention. La lettre elle-même, la présence du cousin, les réactions des villageois. Tous les éléments d'un réseau conçu pour tester l'attention, manipuler la perception et créer l'incertitude. Le sourire qui avait d'abord troublé le presbytère, autrefois simplement énigmatique, semblait désormais étendre son influence, façonnant les réactions et influençant les jugements de manière subtile mais indéniable. À l'extérieur, le village continuait à vivre à son rythme prudent, inconscient de l'interaction complexe entre observation, suggestion et calcul qui se déroulait dans le salon. Et tandis que mademoiselle Marple remettait soigneusement la lettre dans son enveloppe, elle réfléchissait au schéma qui se dessinait. L'ordinaire dissimulant l'extraordinaire, le visible cachant l'intentionnel, et le cœur humain naviguant entre des apparences qui étaient rarement ce qu'elles semblaient être. Le soleil de l'après-midi tombait en rayons pâles à travers les fenêtres du salon, capturant les grains de poussière et donnant à la pièce une lumière calme et suspendue. Mademoiselle Marple, assise dans son fauteuil en osier avec l'enveloppe à côté d'elle, s'accorda une brève pause avant de reprendre son tricot, les doigts bougeant méthodiquement tandis que son esprit cataloguait chaque observation de la matinée. Les implications de la lettre flottaient dans l'air, se mêlant au léger parfum du thé et du bois poli, comme si la pièce elle-même attendait avec impatience. Dehors, le village restait calme. La rue principale suivait son rythme habituel, avec les courses et les pas des enfants, mais chaque pas semblait assombri par les événements qui s'étaient déroulés au presbytère. Un léger coup à la fenêtre attira son attention. C'était le nouveau venu, le cousin de Harrington, qui se tenait debout avec une hésitation prudente, faisant un geste vers l'allée du jardin. Mademoiselle Marple se leva et ouvrit la fenêtre, remarquant sa posture prudente, l'inclinaison mesurée de sa tête, la légère tension dans ses épaules. « J'ai pensé qu'un bref mot serait « prudent », dit-il d'une voix basse, presque hésitante. « Il y a des développements qui pourraient pas vous intéresser, mais la discrétion est essentielle. » « En effet, » répondit-elle, en lui indiquant une chaise sur la véranda. C'est souvent dans ces développements subtils que la clarté émerge. Je vous en prie, asseyez-vous. Le cousin s'assit prudemment, jetant un coup d'œil vers le presbytère, avant de poser à nouveau son regard sur l'expression sereine de la vieille dame. Vous comprenez, bien sûr, que les apparences sont rarement révélatrices de toute la vérité, ajouta mademoiselle Marple d'un ton doux mais appuyé, et que les gens, intentionnellement ou non, dissimulent autant qu'ils révèlent.
Il acquiesça, tripotant nerveusement un coin de son manteau. « J'ai observé des anomalies, commença-t-il, dans le salon du presbytère. Des objets semblent avoir été déplacés, mais lorsqu'on les interroge, les domestiques nient toute intervention. Leur souci de l'ordre est méticuleux, presque défensif. On se demande si ces modifications sont accidentelles ou délibérées et dans quel but. » Le regard de mademoiselle Marple suivit l'ombre irrégulière d'un rosier sur la pelouse. Parfois, les plus petits gestes trahissent les plus grandes intentions, dit-elle. Une chaise légèrement de travers, un coussin mal aligné, un livre posé à un angle étrange. Ce sont là les traces de l'inquiétude ou du calcul humain. Elles sont rarement accidentelles lorsque les émotions sont vives. Il hésita, puis se risqua à dire « Et les villageois, leur réaction varie. » Madame Price Ridley semble désireuse d'embellir les choses, tandis que d'autres, comme Madame Pym, mesurent leurs mots avec soin. Même les enfants, innocemment, commentent ce qu'ils ont perçu, déformant les événements dans leur imagination. Ses yeux se tournèrent nerveusement vers les portes du presbytère. C'est comme si tout le village participait à une pièce de théâtre silencieuse, chaque observateur façonnant inconsciemment la scène. Mademoiselle Marple inclina la tête. Exactement. L'observation n'est jamais neutre. Chaque témoin interprète le même événement à travers son prisme personnel, ses préjugés, ses espoirs, ses peurs. Et lorsqu'un sourire, tel celui qui a troublé le presbytère, devient central, il amplifie l'ambiguïté. Chacun voit ce qu'il souhaite ou craint de voir. Le cousin changea de position, baissant encore davantage la voix. Il y a encore une autre question, délicate mais persistante. J'ai remarqué un objet particulier dans le salon. Un petit médaillon en argent, laissé légèrement ouvert sur la cheminée. Il est insignifiant pour la plupart des gens. Mais dans ce contexte, ces mots s'évanouirent, laissant planer dans l'air le poids de leurs implications. Les doigts de mademoiselle Marple s'arrêtèrent sur son tricot, son esprit envisageant les permutations possibles. « Un médaillon », murmura-t-elle. « De tels objets ont souvent une valeur symbolique. Ils renferment des souvenirs ou des secrets. Sa position, aussi insignifiante soit-elle, suggère soit une négligence, soit une intention. Le moindre écart par rapport à l'ordre peut révéler un état intérieur, un lien entre le passé et le présent, et parfois même la conscience de celui qui l'a touché en dernier. » Les yeux du cousin s'écarquillèrent légèrement. « Exactement. Et lorsqu'on les considère avec la lettre, les légères divergences dans les témoignages des domestiques et les réactions des villageois, cela crée une image complexe. Chaque fragment semble insignifiant, pris isolément, mais ensemble, ils laissent entrevoir un schéma plus profond que je ne suis pas encore en mesure de déchiffrer entièrement. » Miss Marple le regarda calmement. « Les schémas ne se dégagent pas seulement de ce qui est visible, mais aussi de ce qui est caché. Et ceux qui cachent des choses se trahissent souvent de manière subtile. Un geste trop mesuré, un regard trop fugace, un mot soigneusement choisi. Tout cela a une signification. » Un mouvement soudain dans le jardin attira leur attention. Madame Price Ridley était arrivée à l'improviste, sa jupe bruissant sur le gravier. Elle s'arrêta, les mains jointes, les yeux écarquillés de curiosité et d'excitation. « J'ai pensé que vous apprécieriez mes observations, » dit-elle en jetant un coup d'œil d'abord au cousin, puis à mademoiselle Marple. « J'ai vu des choses, subtiles mais révélatrices. On ne peut ignorer l'ordre des objets, les expressions des domestiques, même les plus petits gestes du personnel du presbytère. Ce sont sûrement des indices. » Les yeux de mademoiselle Marple brillèrent légèrement. « En effet, Madame Price Ridley, et votre attention est précieuse, à condition qu'elle soit tempérée par la réflexion plutôt que par la précipitation. L'observation est un art qui requiert de la patience. Tirer des conclusions prématurées conduit souvent à s'égarer. »
Le cousin expira et se leva pour partir. « Je vais prendre congé maintenant », dit-il en s'inclinant légèrement devant les deux femmes. « Merci pour vos conseils. Il semble que la voie à suivre soit prudente, mais mesurée. » Il s'engagea dans la rue calme, les ombres s'étirant derrière lui. Une fois seule, Mademoiselle Marple s'autorisa un petit sourire. Le jeu des gestes, des intentions cachées, des révélations partielles, avait créé un délicat réseau d'observation et d'interprétation. Le médaillon, la lettre, les comportements mesurés, tous ces éléments formaient les fils d'un motif encore incomplet. Et quelque part, entre ces couches d'apparence et de subtilité, la vérité persistait, attendant d'être soigneusement extraite, ce que seule la patience et un raisonnement calme pouvaient permettre. Elle retourna s'asseoir, ses aiguilles à tricoter en suspens, mais inutilisées pour le moment, réfléchissant à l'influence du sourire qui avait tout déclenché. Apparemment insignifiant, il avait déjà façonné la perception, influencé le jugement et manipulé l'attention de manière à la fois manifeste et subtile. Elle savait que les êtres humains se révélaient souvent davantage dans leurs tentatives de dissimulation que dans leurs actes eux-mêmes. Et alors que les ombres s'épaississaient sur le sol du salon, Mademoiselle Marple sentit, sans surprise, que le prochain bouleversement, l'événement qui allait étendre encore davantage la perception, tester l'honnêteté et révéler les motivations cachées, était déjà en train de prendre forme dans le tissu du village. Elle observerait patiemment la nature humaine jouer son théâtre silencieux, chaque geste et chaque regard étant une ligne dans une histoire que seuls les plus attentifs pouvaient déchiffrer. La soirée s'installa sur St. Mary Mead, dans un silence frais et délibéré, porteur d'une faible promesse de pluie automnale. Mademoiselle Marple resta à la fenêtre de son salon, abandonnant une fois de plus son tricot pour observer le presbytère dans la lumière déclinante. Les ombres s'étiraient sur la pelouse, assombrissant les espaces entre les haies, les fenêtres et les portails. Même dans la tranquillité habituelle du village, il y avait une tension subtile, invisible, perceptible seulement par ceux qui observaient avec patience. Le sourire, la lettre, le médaillon, tous avaient commencé à exercer une influence, à façonner la perception, à orchestrer l'attention d'une manière imperceptible pour les observateurs occasionnels. Des coups pressés à la porte attirèrent l'attention de Mademoiselle Marple. Elle se leva avec l'aisance d'une longue habitude et ouvrit la porte pour découvrir M. Blake, l'épicier, rouge d'inquiétude et serrant un petit paquet. « Mademoiselle Marple, » dit-il, essoufflé, « j'ai bien peur qu'il y ait eu une complication. C'est au presbytère, ou peut-être au presbytère, je ne sais pas trop. Vous devez venir voir. » Sans hésiter, Mademoiselle Marple enfila son châle, et ensemble, ils traversèrent à la place, remarquant la vigilance silencieuse du village. Les vitrines des magasins étaient fermées, avec un peu plus de soin. Les enfants s'arrêtaient en plein milieu d'un pas et les passants tournaient la tête vers le presbytère comme s'ils mesuraient quelque chose d'invisible. Chaque réaction subtile ajoutait une couche supplémentaire au tableau qu'elle observait, révélant qui était sensible à l'agitation et qui restait détaché. À l'intérieur du presbytère, l'atmosphère était nettement différente. Le révérend Crisp se tenait près de la cheminée, les mains jointes, les lèvres pincées dans une expression qui suggérait un certain malaise. Madame Fenton, la gouvernante, s'affairait avec une efficacité précise, arrangeant les coussins et alignant l'argenterie, même si ses yeux trahissaient une lueur d'inquiétude. Sur la table centrale, le petit médaillon était ouvert, sa chaîne délicate courbée sur le bord, captant la faible lumière d'une manière qui attirait naturellement le regard. Un sentiment d'attente silencieuse planait, comme si la pièce elle-même anticipait la révélation de ce qui s'était passé. Le regard de Mademoiselle Marple balaya la scène, notant les légers ajustements de posture, le placement prudent des mains et les subtils changements d'expression.
J'ai entendu dire qu'il y avait eu du nouveau, dit-elle calmement, bien que ses yeux, sereins mais pénétrants, absorbaient chaque micro-mouvement. Le révérend Crisp inclina la tête. Oui, mademoiselle Marple, il y a eu un deuxième incident. Monsieur Whitcomb, l'avocat en visite, a découvert un petit incendie dans le bureau. Il a été rapidement éteint, heureusement, mais certains documents ont été partiellement brûlés et d'autres déplacés. Il n'y a aucune preuve de malveillance, mais le moment choisi, après la lettre et après l'événement, de M. Harrington, a suscité une inquiétude considérable. Les yeux de mademoiselle Marple se posèrent une fois de plus sur le médaillon, puis sur les papiers qui avaient été rapidement remis en place. « Les objets ordinaires, murmura-t-elle, cachent souvent des intentions extraordinaires. Un document égaré, un objet déplacé, un incendie contrôlé. Ce sont des gestes qui parlent si l'on écoute attentivement. » Madame Fenton parla doucement, ajustant un coussin avec une précision méticuleuse. « Je vous assure, mademoiselle Marple, que nous n'avons pas touché au papier. Je n'ai fait que préparer le thé et la porte du bureau est restée fermée jusqu'à l'arrivée de l'avocat. C'était une très petite flamme qui s'est rapidement éteinte. Pourtant, cela semble avoir causé de l'inquiétude. » Sa voix trahissait une certaine anxiété, mais il était impossible de dire si elle était due à la peur ou à la bienséance. Les yeux calmes et observateurs de mademoiselle Marple se posèrent brièvement sur la domestique. « Votre récit est cohérent, madame Fenton, et pourtant, la moindre hésitation révèle souvent une vérité tacite. Je ne suggère pas que vous soyez malhonnête, mais plutôt que l'attention humaine est rarement absolue. Ce qui passe inaperçu pour l'un peut être délibéré pour l'autre. C'est dans ces intersections que se trouve la compréhension. » Le révérend Crisp fit signe vers le bureau. Les documents concernés n'avaient pas une grande importance financière, mais leur contenu concernait des affaires familiales, d'anciens accords et des lettres. L'avocat insiste sur le fait que quelqu'un a cherché à influencer le récit ou à dissimuler des informations, mais il n'y a aucune preuve d'intrusion au-delà de ce petit incendie. C'est néanmoins déconcertant. Mademoiselle Marple s'approcha de la table, ses doigts effleurant le médaillon sans le déplacer. L'interaction entre le petit objet et les papiers déplacés suggérait une résonance symbolique. Histoire privée, connaissance intime et manipulation délibérée des apparences. Elle remarqua également que la position ouverte du médaillon, bien que semblant insignifiante, reflétait l'ouverture imposée à la maisonnée par la succession d'événements, une exposition subtile, presque imperceptible, des relations personnelles. Dehors, le bruit lointain de l'activité du village, le facteur, une charrette, des pas occasionnels, soulignait le contraste entre la vie ordinaire et la tension qui régnait au presbytère. Mademoiselle Marple observa le calme des domestiques, le malaise du révérend et les mouvements précis de l'avocat, cataloguant chacun d'entre eux avec sa patience habituelle. Elle savait que les petits gestes avaient plus de poids que les déclarations ouvertes. Chaque changement subtil laissait entrevoir une intention, une crainte ou une opportunité. Elle se tourna vers le révérend Crisp. « Il est remarquable que personne n'ait été blessé, alors que l'acte lui-même est délibéré. Cette inaction peut en soi être révélatrice. L'emplacement des objets, le moment choisi pour le trouble, les dégâts minimes, tout cela suggère une tentative de communication plutôt que de destruction. C'est un langage d'intention, silencieux mais expressif. » Les lèvres du révérend Crisp se serrèrent. « Je l'avoue, mademoiselle Marple, je n'avais pas envisagé cela. Je craignais la malveillance, je craignais que le foyer lui-même ne soit compromis. Mais vous avez peut-être raison. Ce geste vise à influencer la perception plutôt qu'à causer du tort. » Mademoiselle Marple inclina la tête.
Le comportement humain relève souvent davantage de la persuasion et du contrôle que de l'action directe. Et le village, attentif et curieux, amplifie ses effets. L'observation devient influence et l'influence devient attente. Elle marqua une pause, balaya une nouvelle fois la pièce du regard et s'attarda brièvement sur le médaillon. Les petites choses ordinaires peuvent avoir un poids extraordinaire lorsque l'intention humaine est appliquée avec soin. L'avocat, debout sur le côté, acquiesça d'un signe de tête, bien qu'il restât méfiant, les yeux rivés sur les fenêtres du presbytère, comme s'il s'attendait à voir un observateur à l'extérieur. « Vous êtes, comme toujours, perspicace, mademoiselle Marple. J'avoue que je n'avais pas envisagé les implications symboliques de manière aussi approfondie. L'interaction entre les objets, les gestes et la perception est très subtile. » Mademoiselle Marple esquissa un sourire entendu. Elle comprit que le schéma se répétait, couche après couche d'observations, de perturbations mineures et d'influences subtiles. Le sourire qui avait d'abord déstabilisé le presbytère se reflétait désormais dans ces manipulations mineures. Petits, incendies, documents déplacés, gestes attentifs, autant de vagues qui se propageaient, façonnant les réactions et masquant les intentions. Et à mesure que la soirée avançait, la pièce s'installa dans une attente silencieuse, les occupants sensibles à la tension qui régnait dans l'air. Mademoiselle Marple savait que le prochain développement, qu'il s'agisse d'une révélation, d'un faux pas ou d'une réaction soigneusement orchestrée, éclairerait davantage les intentions derrière le sourire et le réseau complexe de calculs humains qui l'entouraient. La nuit s'était installée sur St. Mary Mead, apportant avec elle une fraîcheur qui laissait présager le gel à venir. Mademoiselle Marple restait dans son salon, ses doigts traçant distraitement le tricot sur ses genoux, tandis que ses yeux observaient le presbytère depuis leur point de vue familier. Le médaillon reposait intact sur la petite table à côté d'elle, emblème silencieux de secret et d'influence subtile, et la lettre, soigneusement remise dans son enveloppe, semblait palpiter d'une suggestion discrète. Dehors, les faibles mouvements du village, volets qui se fermaient, pas dans la rue principale, murmures occasionnels, étaient ordinaires, mais mademoiselle Marple pouvait sentir la tension qui avait régné toute la journée et qui était maintenant sur le point de prendre une nouvelle forme. Un léger coup à la porte attira toute son attention. Elle ouvrit et trouva madame Price Ridley, les joues rougies par l'excitation, un mince carnet serré contre sa poitrine. « Mademoiselle Marple, » dit-elle essoufflée, « je crois avoir remarqué quelque chose d'étrange dans le comportement d'un membre du personnel du presbytère. C'est peut-être insignifiant, mais cela pourrait être pertinent. » Mademoiselle Marple inclina la tête, le regard calme et posé. « Entrez, je vous en prie. Les détails insignifiants sont rarement aussi insignifiants qu'ils le paraissent, surtout lorsqu'il s'agit d'intentions humaines. » Elle lui indiqua une chaise près de la fenêtre où la faible lueur d'une lanterne baignait la pièce d'une lumière chaude et tamisée. Madame Price Ridley s'assit avec précaution, jetant des regards furtifs vers le presbytère, puis vers mademoiselle Marple, trahissant à la fois son excitation et sa prudence. « C'est Monsieur Green, le majordome, » commença-t-elle d'une voix feutrée et précise. « Je l'ai observé tout à l'heure, alors qu'il s'occupait de la cheminée. Mais ses mouvements étaient délibérés, presque répétés. Ce n'était pas un défaut de sa précision habituelle, mais une subtile irrégularité. Et il y a eu un regard, rapide, presque imperceptible, qui l'a jeté vers le bureau juste après le départ de l'avocat. Je ne saurais dire pourquoi, mais cela m'a semblé significatif. » Mademoiselle Marple laissa l'information faire son chemin dans son esprit, notant la combinaison d'observation et de charge émotionnelle dans le récit de madame Price Ridley. « En effet, » murmura-t-elle, « les plus petits gestes ont souvent le plus grand poids. Un regard, une hésitation,
un ajustement précis de la posture. Tout cela sont des fenêtres sur les intentions, même lorsque l'observateur n'en comprend pas encore pleinement la signification. Dehors, le vent changea de direction, transportant le bruissement des feuilles à travers la place. Mademoiselle Marple détourna brièvement le regard, remarquant que les ombres s'étiraient désormais de manière irrégulière, transformant des formes ordinaires en silhouettes qui suggéraient une présence cachée. Le jeu de la lumière et de l'obscurité, de l'attention et de l'inattention, semblait refléter les subtiles manipulations qui se déroulaient à l'intérieur du presbytère. De petits gestes, soigneusement calculés, destinés à façonner la perception plutôt qu'à produire des conséquences manifestes. Les mouvements de M. Green, poursuivit-elle, pourraient bien être instinctifs, le résultat d'une attention habituelle. Pourtant, lorsqu'on les considère en conjonction avec les événements de la journée, la lettre, le médaillon, le petit incendie, ils prennent une signification potentielle. Les schémas ne ressortent pas d'incidents isolés, mais de leur convergence. Les yeux de Madame Price Ridley s'illuminèrent. Vous voyez, même les détails mineurs ont leur importance. Il faut être vigilant, attentif aux nuances, de peur de laisser passer une occasion. Son ton trahissait à la fois le triomphe et l'anxiété, un mélange caractéristique de ceux qui se trouvent au bord d'une révélation mais ne sont pas sûrs de ses implications plus larges. Mademoiselle Marple sourit faiblement, considérant le délicat réseau d'observation et de réaction. Le comportement humain est rarement simple, dit-elle. Nous cachons autant que nous révélons, intentionnellement ou inconsciemment. Et dans un village comme celui-ci, où chaque regard et chaque mot sont pesés par les attentes sociales, les irrégularités mineures peuvent être amplifiées, attirant l'attention sur des motivations qui, autrement, resteraient là cachées. À ce moment-là, un bruit discret provenant de la rue attira leur attention, les pas mesurés de quelqu'un qui marchait d'un pas décidé, s'arrêtant de temps en temps, puis continuant. Mademoiselle Marple se leva et regarda par la fenêtre, remarquant la silhouette d'une personne qui s'était arrêtée près de la porte du presbytère. À première vue, cette personne semblait ordinaire, mais son allure délibérée suggérait qu'elle observait plutôt que de simplement passer. Une tension subtile persistait dans la posture de son corps, une légère hésitation avant de tourner la tête, un signal qu'elle enregistra silencieusement, le cataloguant avec les autres détails de la journée. Le village lui-même est complice de ces événements, murmura-t-elle en retournant s'asseoir. Même ceux qui ne sont pas conscients de la complexité des intentions façonnent le récit par leur seule réaction. La peur, la curiosité et l'anticipation sont des outils aussi puissants que n'importe quel acte délibéré. Madame Price Ridley acquiesça avec empressement en se penchant en avant. « Alors nous devons observer, n'est-ce pas ? Observer attentivement, répertorier chaque geste, chaque regard. » Son ton était pressant, mais retenu par la bienséance, reflétant à la fois sa propre fascination et l'attente sociale de discrétion. Les yeux de Mademoiselle Marple s'adoucirent, tout en conservant leur acuité. En effet, mais l'observation seule ne suffit pas. Il faut également comprendre l'interaction entre la perception et l'attente, entre la dissimulation et la révélation. Ceux qui agissent délibérément comptent souvent sur l'inattention des autres, et ceux qui observent sans réfléchir peuvent être induits en erreur par les apparences. Le défi consiste à discerner le fil invisible qui relie l'intention et la conséquence. Elle revint au médaillon, le touchant légèrement. Sa présence, bien que semblant insignifiante, résumait l'essence du drame qui se déroulait ce jour-là. Un petit objet ordinaire transformé en signe révélateur d'une intention cachée. Le déplacement de documents, le petit incendie, les mouvements précis du personnel et des villageois, tout cela faisait écho au même principe. Les apparences peuvent masquer, induire en erreur ou provoquer. Alors que la soirée avançait,
Mademoiselle Marple réfléchit à la meilleure façon de tester les schémas qui se dessinaient. Il y avait dans le presbytère et dans le village des personnes dont le comportement suggérait déjà de subtiles incohérences, dont les gestes mineurs laissaient entrevoir une dissimulation ou un calcul. Si elle faisait preuve de discernement, si elle combinait l'observation avec des questions soigneusement préparées, elle pourrait voir la nature humaine se révéler sans confrontation, laissant la vérité émerger sous le poids doux de l'attente morale plutôt que sous la contrainte. Elle jeta un coup d'œil à Madame Price Ridley, dont l'impatience semblait presque palpable. « Les prochaines étapes, dit-elle doucement, exigent de la patience. Une légère incitation, une circonstance soigneusement arrangée, donneront souvent plus de résultats qu'un interrogatoire direct. Le comportement humain, lorsqu'il est guidé par une subtile pression morale, a tendance à révéler plus que ce qu'un interrogatoire brutal peut obtenir. Et lorsque les apparences mêmes sont confrontées à la réalité, la vérité émerge souvent de manière inattendue. Dehors, la nuit s'approchait du presbytère, le bruissement faible des feuilles et les pas lointains, ajoutant de la texture au suspense silencieux. Mademoiselle Marple s'accorda un moment de réflexion. Le village, le médaillon, la lettre, le petit incendie, tout était lié, dans un réseau de perception et d'action. Le sourire qui avait déclenché le trouble restait au cœur de celui-ci, influençant subtilement, façonnant l'attention et guidant les attentes avec une douce insistance. Et alors qu'elle se rassit dans son fauteuil, les aiguilles en équilibre mais immobiles, elle sut que le prochain acte, délibéré, observable et psychologiquement révélateur, approchait. Il fournirait un fil conducteur crucial, une révélation mineure, qui resserrerait le filet des soupçons et mettrait en lumière, dans sa subtilité, les intentions de ceux qui avaient de participer, sciemment ou non, au théâtre silencieux de St. Mary Mead. La nuit s'approfondissait dans un silence qui semblait presque délibéré, pesant sur St. Mary Mead comme si le village lui-même retenait son souffle. Mademoiselle Marple était assise tranquillement dans son salon, son tricot abandonné, les doigts traçant distraitement le fil, tandis que ses pensées retraçaient les subtils motifs de la journée. Chaque perturbation mineure, la lettre, le médaillon, le petit incendie, les gestes délibérés du personnel et des villageois formaient un réseau d'observation, laissant entrevoir des intentions sans les révéler ouvertement. Les ombres des réverbères dans la rue dansaient sur le sol, marquant le temps comme si la soirée elle-même était en phase avec le drame qui se déroulait. Un léger coup à la porte la tira de sa contemplation. Elle ouvrit et trouva le révérend Crisp et M. Blake debout côte à côte, leurs expressions mêlant inquiétude et anticipation. « Mademoiselle Marple, » commença le vicaire, « je me demandais si vous pourriez nous accompagner au presbytère. Il y a quelque chose à vous montrer, quelque chose qui pourrait clarifier les événements, bien que sa signification soit encore incertaine. »« Certainement, » répondit mademoiselle Marple en enfilant son châle. « Je soupçonne que ce qui semble mineur pour certains a souvent le poids d'une révélation. Procédons avec prudence. » Ils traversèrent la place ensemble, remarquant le calme qui régnait dans le village. Les fenêtres étaient obscurcies, les volets fermés, mais quelques lueurs occasionnelles révélaient ceux qui ne pouvaient ignorer les événements, jetant des regards discrets, comme s'ils sentaient que la nuit apporterait des réponses. À l'intérieur du presbytère, l'atmosphère était tendue mais ordonnée. Madame Fenton ajustait les coussins et disposait l'argenterie avec une précision minutieuse, bien que ses yeux trahissaient sa curiosité et sa prudence. Monsieur Green, le majordome, se tenait près de la cheminée, les mains jointes, dans une posture impeccable, mais l'inclinaison de sa tête trahissait une légère nervosité. Sur la table se trouvait le médaillon, les lettres et plusieurs petits objets qui avaient été déplacés au cours de la journée. Chaque élément semblait ordinaire, mais ensemble,
Il composait un récit, subtil mais d'une cohérence insistante, que l'esprit attentif de mademoiselle Marple commençait maintenant à retracer. Le révérend Crisp désigna un petit meuble dans le coin de la pièce. « J'ai trouvé cela en récupérant les papiers de l'avocat, » dit-il. Il était légèrement entrouvert, alors que je suis certain qu'il était fermé hier. À l'intérieur, certains documents avaient été modifiés. Des annotations avaient été ajoutées, des signatures vérifiées, l'ordre des documents modifiés. Je ne peux pas expliquer le but de ces modifications, mais elles semblent délibérées. Mademoiselle Marple s'approcha du meuble, remarquant le léger décalage de la porte et la disposition soignée des papiers à l'intérieur. « En effet, murmura-t-elle, les petits changements, le placement délibéré, le timing, tout cela suggère une intention. Ce sont des manipulations mineures, mais elles influencent la perception, guident l'attention et façonnent les attentes. La subtilité, c'est crucial. Elles sont conçues pour être vues par certains, mais ignorées par d'autres. » M. Blake ajouta « Et pourtant, pour autant que l'on puisse en juger, il n'y avait aucune intention malveillante. Les papiers n'ont pas été détruits, simplement modifiés d'une manière presque imperceptible. Mais l'acte lui-même, il est déconcertant, et on s'interroge sur le motif qui le sous-tend. » Les yeux de mademoiselle Marple s'attardèrent une fois de plus sur le médaillon, remarquant comment sa délicate chaîne s'incurvait sur le bord de la table et comment l'alignement des papiers à proximité reflétait ce geste. Un écho visuel, peut-être intentionnel, peut-être fortuit, mais symboliquement évocateur. Les petits objets, réfléchit-elle, avaient souvent plus de poids que les mots, en particulier lorsque l'attention humaine était manipulée par l'observation et l'attente. Considérez également les réactions des personnes présentes, dit-elle d'une voix calme mais précise. Les ajustements méticuleux de la gouvernante, la légère tension du majordome, l'inquiétude du vicaire et la vigilance de l'épicier. Chacun reflète la conscience d'une intention, qu'elle soit consciente ou non. Le comportement humain est souvent plus révélateur dans les réactions que dans les actions, et ces changements subtils sont les fils à partir desquels se dessinent des schémas. Un léger craquement attira leur attention. Le cousin de M. Harrington apparut à la porte, une enveloppe à la main. « Mademoiselle Marple, » dit-il d'une voix prudente, « j'ai reçu une autre lettre cet après-midi. Elle confirme certains faits déjà évoqués, mais ajoute une couche de suggestion. J'ai pensé qu'il valait mieux vous en faire part, plutôt que de laisser se répandre des interprétations erronées. » Mademoiselle Marple accepta l'enveloppe, remarquant son poids et le soin apporté à son cachet. Elle ne l'ouvrit pas immédiatement, laissant passer un moment qui soulignait autant l'observation que l'analyse. L'intention est souvent communiquée, non seulement par le contenu, mais aussi par le moment choisi, la présentation et les attentes. Même l'arrivée d'un message peut être un geste, façonnant subtilement la perception avant même que ces mots ne soient lus. Le révérend Crisp se pencha vers elle et murmura. « Il semble que tous ces actes, le petit incendie, les papiers modifiés, les lettres, le médaillon, soient coordonnés, mais insignifiants pris individuellement. Et pourtant, leur effet cumulatif est indéniable. Le village, et même la maisonnée, subissent une pression silencieuse, presque invisible. » Mademoiselle Marple acquiesça. « Exactement. C'est pourquoi il faut observer patiemment le comportement humain, car il révèle les intentions à travers des microcosmes d'actions et de réactions. Ce qui est omis, ce qui est souligné, ce qui est réorganisé, tout cela fait partie de l'histoire. Le sourire qui a déclenché cette chaîne d'événements s'est propagé à travers l'observation, la manipulation et les attentes, façonnant discrètement les réactions et testant l'honnêteté. » Elle finit par briser le sceau de l'enveloppe et en sortit une feuille de papier soigneusement écrite. «
Ses yeux parcoururent les mots, notant la formulation prudente, l'accent mis sur les gestes subtils et l'absence d'accusation directe. Chaque ligne semblait conçue pour provoquer la réflexion, attirer l'attention sur des détails mineurs et guider la perception sans donner d'indications explicites. L'acte lui-même était une mise en scène, orchestrée pour révéler la réaction humaine plutôt que le contenu seul. Au bout d'un moment, Mademoiselle Marple leva les yeux, l'air calme, mais les yeux brillants de compréhension. « Nous avons observé une orchestration délibérée, des manipulations mineures et une influence prudente, dit-elle doucement. L'intention est claire, même si elle n'est pas encore explicitement énoncée. La nature humaine, lorsqu'elle est exposée à une pression morale et sociale, en révèle souvent plus que les mots seuls. Et ici, dans la convergence des gestes, des lettres et des objets, nous pouvons voir les premiers contours de la vérité. » La pièce sombra dans un silence réfléchi, le seul bruit étant le bruissement lointain des feuilles à l'extérieur et le léger craquement du parquet lorsque le majordome changeait de position. Mademoiselle Marple, assise à nouveau, laissa son regard se poser sur le médaillon et les lettres. De petites choses ordinaires avaient guidé l'attention, façonné la perception et laissé entrevoir l'intention. Et quelque part, dans ce réseau d'observation et de comportement, les schémas qui révéleraient le motif sous-jacent étaient déjà en train de se former, prêts à être mis en lumière grâce à l'application prudente d'une pression morale et psychologique. Le salon était désormais silencieux, mais chargé d'une tension pleine d'attente qui semblait vibrer dans l'air même. Mademoiselle Marple était assise, calme, son tricot mis de côté, les yeux posés sur le médaillon et les enveloppes qui avaient si discrètement orchestré la chaîne d'événements de la journée. Dehors, St. Mary Mead dormait sous un manteau d'ombres automnales, le murmure lointain du vent ne portant que le doux bruissement des feuilles. Le village lui-même semblait suspendu, comme s'il attendait une révélation, le démêlage de la subtile toile qui avait piégé l'attention, la perception et l'attente. Le révérend Crisp et M. Blake se tenaient près de la fenêtre, leur posture prudente, leur expression reflétant à la fois la déférence et l'anticipation. Madame Fenton se déplaçait silencieusement parmi les meubles, ajustant les coussins et l'argenterie avec une précision méticuleuse, bien que ses yeux trahissaient une curiosité qu'elle ne pouvait cacher. M. Green, le majordome, conservait son attitude mesurée habituelle, mais ses épaules étaient imperceptiblement tendues, une tension qui suggérait l'appréhension et la conscience. Chaque personne présente, consciemment ou non, participait au théâtre de la nature humaine, qui se déroulait sous ses yeux, un tableau dont les gestes mineurs avaient désormais un poids décisif. Mademoiselle Marple se leva lentement, prit le médaillon dans sa main et examina sa surface délicate. « Ce petit objet, commença-t-elle d'une voix douce mais délibérée, est devenu essentiel pour comprendre la séquence des événements. Son emplacement, la façon dont il a été ouvert, les mouvements subtils qui l'entourent, tout cela indique une conscience de l'observation et un désir d'influencer la perception sans agir ouvertement. Même les objets ordinaires peuvent revêtir une signification extraordinaire lorsque l'intention humaine est appliquée avec soin. » Le révérend Crisp inclina la tête. « Et pourtant, mademoiselle Marple, le village et la maisonnée ont observé, spéculé et réagi. Comment discerner la vérité parmi toutes ces couches ? En prêtant attention aux réactions les plus discrètes, répondit-elle, ces gestes fugaces, ces hésitations momentanées, ces regards détournés ou répétés. Les gens révèlent leurs intentions de la manière la plus honnête lorsqu'ils se croient inaperçus. C'est là, dans ces microcosmes de comportement, que le schéma devient visible. » Elle posa délicatement le médaillon sur la table et se tourna vers le groupe. « Considérez la séquence. La découverte initiale au presbytère, la lettre, le petit incendie, les documents déplacés, et enfin,
les observations que chacun d'entre vous a faites. Chaque acte pris isolément peut sembler insignifiant, mais ensemble, ils forment une orchestration délibérée. Le sourire qui a d'abord attiré l'attention, si serein, si peu naturel, n'était pas seulement une expression, mais un signal, un catalyseur destiné à guider, tester et observer les réactions. Le vicaire fronça les sourcils. Un signal. Vous voulez dire une intention délibérée derrière l'apparence d'un sourire? Mademoiselle Marple inclina la tête. Exactement. Il était destiné à susciter l'observation, à provoquer la curiosité, à engager la nature humaine d'une manière qui se révèle le plus clairement sous une douce pression morale. Le sourire, le médaillon, les lettres, les légers troubles, tout cela fait partie d'un même schéma, chaque élément étant choisi non pas pour exposer l'acte lui-même, mais les intentions et les inclinations de ceux qui en sont témoins. M. Blake s'exprima avec prudence. Mais qui et pourquoi? Personne n'orchestrerait de telles subtilités uniquement pour observer, n'est-ce pas? Ah, dit mademoiselle Marple en laissant son regard parcourir les visages présents. Le motif est rarement grandiose. Il s'agit souvent des désirs humains les plus simples. La curiosité, le contrôle, le besoin d'influencer la perception, ou même de se protéger sous le couvert de la bienséance. Dans ce cas, l'orchestrateur cherchait à attirer l'attention sur des incohérences, à tester la vigilance et peut-être à détourner les soupçons d'une petite faute vers une autre. Le village et les habitants sont devenus les participants involontaires d'un examen discret de leur propre honnêteté, de leur attention et de leur discrétion. Madame Fenton expira doucement. Vous voulez dire que tous les petits mouvements, les ajustements minutieux, même nos réactions, ont été observés. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'elle ajustait un coussin, ce geste révélant à la fois son malaise et sa compréhension. Mademoiselle Marple sourit doucement. Précisément. Et maintenant, grâce à une observation attentive, le nœud peut être démêlé. Les mouvements précis de M. Green, bien qu'apparemment ordinaires, faisaient en partie de cette chaîne. La livraison minutieuse des lettres par le cousin, le petit incendie, les ajustements des documents et même l'intérêt et les embellissements de Mme Price Ridley, tout cela a contribué à former un schéma qui, lorsqu'on l'examine attentivement, révèle à la fois l'intention et le caractère. Elle fit une pause, laissant le poids de ses mots s'imposer. Et le sourire, serein et immobile, n'était jamais une simple expression. C'était un signal destiné à provoquer, à inviter, à l'examen minutieux et à exposer la nature humaine dans ces moments d'inattention. Sa signification ne réside pas en lui-même, mais dans les réactions qu'il a suscitées. Hésitation, curiosité, divulgation et dissimulation. C'est dans ces réactions que réside la vérité. Le révérend Crisp déglutit, absorbant la subtile clarté morale qu'elle offrait. Et le village, ses réactions? Elles sont le reflet du caractère humain, dit doucement mademoiselle Marple. Certains observent attentivement, d'autres embellissent, d'autres encore cherchent à cacher leur ignorance ou leur anxiété. Chaque réaction recèle un fragment de vérité, car les apparences ne révèlent que rarement toute l'histoire. Ce qui a été observé, ce qui a été dissimulé et la manière dont chaque individu gère ses tensions, voilà l'essence même de la compréhension des intentions humaines. Elle se tourna une fois de plus vers le médaillon, et celui-ci, petit et délicat, incarne le motif. Les apparences contre la réalité. Ce qui semble insignifiant, négligé ou décoratif peut, dans le bon contexte, être révélateur. Les intentions humaines, subtilement exercées, peuvent être lues dans les gestes, les regards et l'orchestration d'objets ordinaires. Le poids moral ne réside pas dans la confrontation, mais dans la mise en lumière douce du comportement.
Un silence profond et attentif s'installa, ponctué seulement par le léger craquement des planches et le bruissement lointain des feuilles. Chaque personne présente comprit, à sa manière silencieuse, la toile qui avait été tissée et les motifs que mademoiselle Marple avait démêlés. Le sourire, les lettres, les perturbations mineures et l'observation attentive avaient fait révéler non pas de la malveillance, mais la subtilité humaine, la prudence, la curiosité et l'équilibre délicat entre l'apparence et la vérité. Mademoiselle Marple s'autorisa un léger sourire discret. Le village reprendrait ses habitudes, le presbytère semblerait inchangé. Le médaillon resterait, ordinaire mais extraordinaire, un témoignage du théâtre silencieux de l'observation humaine. Et dans la subtile révélation des gestes orchestrés, la clarté morale de l'attention et de l'intégrité avait émergé, douce, précise et durable.